Donc aujourd'hui, on va parler des plantes messicoles. Alors, émergence ou modification. Donc moi, je suis vétérinaire de formation, spécialisé en toxicologie des plantes. Et donc j'ai pris les messicoles, mais sous un angle beaucoup plus large que ce que vous entendrez habituellement. Les messicoles, théoriquement, c'est les plantes des moissons. Donc c'est ce qui généralement va être utilisé pour fabriquer des céréales pour l'alimentation humaine et animale. Là, je l'ai étendu au champ des graminées poacées et des fabacées fourragères, de telle sorte qu'on puisse vraiment étudier l'exposition des chevaux à ces plantes qui fréquentent les champs, on va dire, fauchés en période estivale, fin de printemps et été. Alors, on va surtout regarder donc ce qui est le problème de la fenaison. On l'avait déjà évoqué au mois d'octobre, et il est extrêmement important lorsqu'on achète des foins de savoir si ou on les acquiert, si on les a obtenus en régie directe ou si on les a achetés auprès d'un tiers, puisque ça modifiera les relations qu'on peut avoir en cas d'accident. Il faut savoir dans quel type de prairie, si c'est une prairie cultivée ou une prairie naturelle. Sachant que dans les prairies naturelles, on a des intrusions qui sont parfois mal non maîtrisées. Par contre, dans les prairies artificielles et fauchées, on peut également avoir des réémergences, et c'est ça qui serait extrêmement intéressant. L'idéal serait d'avoir des profils botaniques des foins et des foins qu'on achète. J'ai également rajouté la notion de paille, parce qu'on s'est aperçu ces dernières années qu'on pouvait également avoir des contaminations de paille, puisqu'on est vraiment sur les plantes messicoles, c'est-à-dire après avoir récupéré les grains, on a les problèmes de contamination des pailles par les plantes qui se sont faufilées au milieu des graminées. Alors évidemment, il va y avoir aussi le problème de la détection de ces plantes suspectes. C'est pas toujours très facile, on verra deux, trois exemples. Et puis, il est extrêmement aussi important de garder à l'esprit tout ce qui est la notion de refus. C'est-à-dire que si vous donnez un foin et que les animaux le refusent, il y a peut-être une raison, et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre de côté le refus, de telle sorte qu'il puisse y avoir une identification botanique du refus, savoir si c'est des substances à effet délétère ou pas. Alors, le vecteur, qu'il soit foin ou pas, il peut mobiliser des plantes toxiques, mais il peut également mobiliser des plantes allergènes. Alors chez les chevaux, pour l'instant, c'est quand même quelque chose d'assez marginal, et également héberger des entités avec des effets délétères sur la santé des animaux. Alors ça peut paraître assez original d'en parler alors qu'on parle de toxico-végétal, mais il se trouve qu'on a actuellement une émergence de soucis avec ces foins et ces pailles hébergeant des entités délétères, et c'est vraiment au cœur de l'actualité toxicologique et toxinologique. Alors pourquoi les adventices qu'on avait un petit peu perdu de vue, certaines avaient disparu dans les années 50, on les voit réapparaître dans les foins et dans les pailles. Ben, ça peut être simplement parce qu'on a voulu gérer la biodiversité en créant une jachère apicole de proximité. Donc c'est très bien, on a nourri les abeilles pendant une saison, mais derrière, on a laissé les plantes monter en graines, et ces graines, elles peuvent avoir une diffusion, soit par un vecteur inanimé, le vent, la pluie, soit par des vecteurs animés comme les insectes ou les oiseaux ou les rongeurs, ou d'autres espèces. Alors, on peut également avoir des semi-contaminés, ça nous arrive de temps en temps, parce que on a des cultures qui auparavant étaient beaucoup plus sélectionnées en matière de graines, et compte tenu, je dirais, de la diminution de l'utilisation des herbicides, eh ben, il y a des adventices, mauvaises herbes, ex-mauvaises herbes, qui se sont, qui sont insinuées. On a également euh, le fait qu'avant, on utilisait beaucoup de molécules qui inhibaient la germination des graines, et de ce fait, la modification de la rémanence de ces produits phytopharmaceutiques a abouti à lever la dormance ou à lever l'inhibition de la germination de ces graines, et donc on les voit réapparaître. Dans d'autres cas, c'est une résistance aux molécules qui étaient utilisées
et je pense en particulier au coquelicot qui est devenu résistant aux aryloxyacides, qui fait que on avait une pression d'inhibition. La population végétale a développé un système de défense par la résistance, et la résistance a permis de voir réapparaître les coquelicots en quantité substantielle dans les grandes cultures. Alors, j'ai pris la définition de Wikipédia qui définit les 220 espèces adventices importantes. Bon, il y en a 220 espèces importantes, il y en a 1200 qui peuvent se retrouver, et moi j'ai extrait de ça toutes celles qui pouvaient avoir des effets délétères sur la santé des animaux. Et là je vous ai mis quelques exemples. On a la nielle des blés, on a l'ami, Amimaius, et qui peut être également accompagné d'Ami visnaga. On a les adonis qui ont défrayé la chronique ces derniers temps, et les lampourdes. Là, c'est une lampourde d'Italie. Alors, on avait parlé au mois d'octobre de l'intoxication au millepertuis, où je vous avais raconté cette incidence d'abord chez des moutons et ensuite chez des chevaux d'une intoxication par une plante phototoxique, qui est le millepertuis Hypericum perforatum. Et puis on avait dit, bah voilà, pourquoi on a 60% de couverture par le millepertuis au lieu de 10% habituellement dans les pâtures. Et puis on s'est dit, bah, il y a une surreprésentation d'Hypericum qui a favorisé l'émergence du phénomène. En complément, on a fait réaliser des analyses des substances phototoxiques que sont les hypericines, et on s'est aperçu que dans les hypericums des Alpes de Haute-Provence qui avaient fait l'objet de l'intoxication, eh ben, on avait des hypericums qui étaient 8 à 10 fois plus concentrés en hypericine que les hypericums, je dirais, de Basse-Vallée du Rhône. Donc on avait bien un problème de surconcentration en molécules toxiques associé à une surreprésentation dans la zone de fauchage qui avait abouti à l'émergence d'un phénomène extrêmement important pour des moutons et qui avait en effet collatéral intoxiqué des chevaux. Bon, il faut quand même noter, parce que ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas évoqué la dernière fois, que cette intoxication, donc elle met au moins 48 à 72 heures pour apparaître. Elle provoque une desquamation de toutes les zones dépilées. Toutes les zones claires sont photointoxiquées, c'est-à-dire qu'on a une disjonction entre le derme et l'épiderme qui se décroche, et on a des phénomènes de nécrose avec un prurite intense. Et là, on a observé quand même que pendant 15 jours, 3 semaines, tous les animaux qui étaient réexposés au soleil redéclenchaient les symptômes. Et par contre, ça c'est une nouveauté, c'est-à-dire qu'on a vu quand même que pour une rétrocession complète des symptômes et une récupération des tissus, certains chevaux avaient nécessité jusqu'à 6 mois pour retrouver intégralement leur peau. Et en gardant des zones fortement dépilées, et également certaines un petit peu mélanisées, c'est-à-dire qu'au lieu d'être blanches, elles sont devenues toutes noires, et donc on pense qu'il va falloir plusieurs années, je pense, pour retrouver la peau initiale. Alors là, je vous ai repris également cette adventice, donc on avait les coquelicots qui s'étaient faufilés, et sous les coquelicots s'était faufilé un adonis. Alors, ces adonis avaient quand même montré une toxicité extrêmement importante, et il semblerait que de plus en plus de notifications d'adonis dans des zones où on fait ou des foins ou des grains se faufilent, et autant quand vous faites des grains, les graines de blé par exemple, ou d'avoine, ou d'orge, sont suffisamment grosses pour, au niveau du criblage, éliminer les graines d'adonis, mais par contre, elles peuvent contaminer durablement les pailles. L'adonis étant quand même une plante qui tue assez facilement, parce qu'elle avait tué quand même 12 chevaux sur 14 la dernière fois. Là, on a eu un nouveau cas, toujours avec ces problèmes de foin, et c'est là où c'est extrêmement important. Donc, c'est une poulinière de 35 juments, il y en a 15 qui sont intoxiquées, on est sur un tableau de phototoxicité, et là, une phototoxicité non pas avec de l'hypericine comme avec Hypericum perforatum, mais là, avec une molécule de la famille des furanocoumarines,
qui sont des molécules qui ont deux façons de pénétrer l'animal, soit par ingestion, soit par contamination transcutanée. Et on a donc ces animaux qui présentent une uvéite et une kératoconjonctivite associées à des œdèmes et toutes les zones dépilées qui présentent ce fluorite et cette desquamation caractéristique des lésions de phototoxicité. Et là, l'éleveuse de ces chevaux avait donné un foin de luzerne, et ce foin de luzerne ou de Saint-Foin, enfin, je crois que c'était de la luzerne, il n'y avait pas eu de souci, il était bien consommé, il était là pour améliorer la fin de gestation de ces juments, et brutalement, les symptômes sont apparus. Et on a mis un certain temps à découvrir qu'il y avait une plante qui ressemblait de très loin à de la luzerne, qui est de la famille des apiacées, qui s'était faufilée dans ce foin de luzerne, et que c'était probablement elle qui était à l'origine. Donc on a diagnosé l'apiacée, en fait c'est une amie, Amimaeus, et en discutant avec tous les fabricants de foin dans la région du Grand Quart Sud-Est, ils notent que de plus en plus les Amimaeus se faufilent dans les champs de Fabacées et commencent à prendre un peu de place, puisque autant une luzerne, je dirais ça fait 50 à 60 cm de haut maximum, elles peuvent atteindre 1 mètre, 1 mètre 10 et vraiment dominer les luzernes. Donc il va falloir probablement mener une action sur les fabricants de foin, de telle sorte qu'on puisse prévenir ce risque en amont. Néanmoins, l'éleveuse a quand même noté qu'elle avait laissé en surconsommation ces foins, parce qu'elle n'avait pas noté l'absence de non-consommation de ces plantes de la famille des apiacées. Et c'est probablement ça qui a surexposé les animaux et exprimé un peu plus longtemps la pathologie. Alors ce qu'il faut savoir, en plus, comme les juments étaient en fin de gestation, on a eu des soucis pour l'instant qui sont en cours d'analyse sur les poulinages, où on a eu un trouble de poulinage, c'est-à-dire que d'habitude le poulinage se fait théoriquement 45 minutes, au-delà on est en dystocie, et là on a eu des poulinages qui ont duré entre 2 à 3 heures, avec nécessité d'utiliser des molécules ocytociques, donc des ocytocytiques. Et donc, en fait, en analysant un petit peu la phytochimie d'Amimaeus, on s'est aperçu que dans les graines de ces Amimaeus, il y avait une substance spasmolytique, donc qui serait de nature à inhiber le poulinage. Mais là, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à faire l'évaluation du risque et l'imputation du risque, parce qu'on trouve que quand même, il s'est écoulé quand même une petite dizaine de jours entre le moment où les animaux ont été observés intoxiqués et le moment où les poulinages ont commencé. Et on trouve que l'élimination de ce type de molécules est quand même théoriquement 48-72 heures maxi. Par contre, il n'est pas totalement exclu que, ayant enlevé les foins, les graines soient tombées au fond des mangeoires et les graines soient restées et continuent à exposer les animaux à leurs effets délétères, sachant que c'est dans les feuilles qu'on trouve les furanocoumarines et dans les graines les substances spasmolytiques. Je vous rappelle le petit cas non négligeable des lampourdes, avec toute une cascade de dysfonctionnements, une inondation qui avait ramené les graines de la ripisylve dans le champ où on faisait un foin de luzerne mélangé un petit peu avec des graminées, et où il avait fallu attendre à peu près 2-3 ans pour que le foin de luzerne se détériore, et que les conditions de germination de la lampourde se retrouvent, et puis également une cascade de dysfonctionnement du fait de la météo qui avait été un petit peu modifiée et des pluies printanières extrêmement importantes au moment où le producteur des foins était en cours de fauchage, et donc il avait différé ses fauchages de quasiment 3 semaines. Donc au lieu de faire les foins mars-avril, il les avait fait avril-mai, et comme il avait fait la deuxième coupe fin juin, début juillet, malheureusement c'était la période où la deuxième plante avait germé, et donc on s'était retrouvé à exposer à ces cotylédons, et sachant que dans la lampourde, la partie la plus toxique
c'est quand même le cotylédon, c'est aussi la plus facile à consommer, et on est quand même à peu près à 100 fois plus toxique que les feuilles. Donc de ce fait, avec le cotylédon, on peut plus facilement rentrer dans la zone de danger qu'avec les feuilles, puisque les feuilles, il faudra manger quasiment une dizaine de kilos, alors qu'avec moins de 500 grammes de cotylédon, on arrive à l'intoxication d'un cheval de 500 kilos. A priori, à peu près comme ça. Hein. Sachant que tout ce qui est dosage est toujours à prendre avec une certaine latitude, puisqu'on sait maintenant que les plantes réagissent de manière plus ou moins importante aux stimuli externes, de telle sorte qu'elles puissent moduler également leur concentration en principe toxique, si ce principe toxique est utilisé dans la défense de la plante pour résister au stress. Alors voilà la nouveauté cette année, et c'est pour ça que je vous parlais d'effet délétère, c'est l'arrivée des chenilles processionnaires. Alors on a deux types de chenilles processionnaires en France, on a la processionnaire du pin et la processionnaire du chêne. Jusqu'à présent, on observait surtout des accidents au printemps, entre, je dirais, février, mars, avec des chevaux, utilisés surtout dans le sud-est pour faire de l'ouverture de maquis, et qui, de temps en temps, rencontraient une ou deux chenilles processionnaires du pin. Et à ce moment-là, ben, on avait des lésions d'exposition directe à la processionnaire du pin. Les nouveautés, c'est l'exposition à celle du chêne. Alors celles du chêne, elles ne sont pas du tout dans la même région. La carte est assez imprécise. Actuellement, on est en train d'en réaliser une beaucoup plus précise pour analyser le risque processionnaire du chêne sur les humains et également les animaux. Et on voit qu'il arrive du Grand Est. Et le Grand Est a fait l'objet depuis 2017 de 3 grandes phases de pullulation, entre guillemets, de processionnaires du chêne, qui ont abouti à des libérations dans l'atmosphère de grandes quantités de soies urticantes. Et ces soies urticantes, il se trouve que parfois, elles vont se fixer soit dans les foins, soit dans les pailles. Et c'est généralement au moment où on mobilise les foins ou les pailles dans les écuries qu'on se retrouve exposé à une grande quantité de soies urticantes. Et ces soies urticantes, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'action des chenilles processionnaires, c'est comme des harpons, ça se plante dans la peau, et il y a deux espèces qui transpirent, il y a l'humain et le cheval, et il se trouve que ça a une expression extrêmement importante au niveau des épidermes. Et donc on va avoir... Ah, bon, arrête. Ah, c'est mon chien. On va avoir une grosse exposition des épidermes par ces soies urticantes qui vont se planter dedans. Excusez-moi. Juste laisser sortir. Allez. Allez. Je vous prie de m'excuser. Bon, donc, ces soies vont se planter dans la peau et vont provoquer au niveau de l'humain des petits boutons, des érythèmes généralisés, plus ou moins marqués, souvent au niveau de la figure, des angles de poignet, etc. Et chez le cheval, ça va s'exprimer au niveau des lèvres et une grosse gingivite à la jonction entre la gencive et les lèvres. Voilà. Donc c'est généralement la concomitance entre l'atteinte des humains et l'atteinte des chevaux qui va permettre de suspecter cette entité pathogène. Et cette entité pathogène, le problème, c'est qu'elle est extrêmement difficile à éliminer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est rentré dans une écurie, on a pendant une durabilité de l'exposition pendant plusieurs semaines, voire on estime jusqu'à 400 jours la durée de vie d'une soie urticante, sachant qu'elle contient une protéine qui est la tomatopéine, et cette protéine va avoir un effet nécrotique. C'est-à-dire que vous avez le harpon qui se plante dans la peau, qui va déjà provoquer une petite micro-lésion, mais qui va être exacerbé par cette tomatopéine, qui est une protéine nécrotique qui va provoquer une nécrose de desquamation. Et plus la quantité de soie urticante est importante sur les zones d'exposition, plus la réaction sera violente chez l'animal. Et donc c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Là, on a quand même eu ces dernières semaines
des expositions avec à peu près 4 ou 5 cas notifiés, alors que d'habitude, on est à moins de 2 cas moins de 2 cas tous les 2 ans. Ouais, enfin, un cas par an, mais il y a des années comme ça, un peu plus de cas. Voilà. Et donc, on a cette nouvelle entité pathogène qui va, à mon avis, qui intéresse également le ministère, puisqu'on a une atteinte humaine et une atteinte animale, ce qui en fait, je dirais, un thème, vous avez peut-être entendu parler, c'est le One Health. Voilà. Donc je crois que je vous ai à peu près brossé le tableau un petit peu des risques qu'on pouvait voir émerger à partir des plantes qui s'invitent dans la période des messicoles et dans les zones de culture et de foin et de paille. Et donc, évidemment, on est toujours dans l'anecdotique, c'est-à-dire que c'est quand même des phénomènes exceptionnels, mais à chaque fois, ça nécessite une enquête très très fine pour essayer de déterminer l'entité pathogène qui a été à l'origine de l'expression clinique chez l'animal et éventuellement chez l'homme. Et c'est à ce moment-là que nous, on peut intervenir, que ce soit les centres antipoison vétérinaires de Lyon et de Nantes. Donc vous avez les coordonnées ici. Et n'hésitez pas à nous contacter, puisque d'abord, on peut vous renseigner en amont des accidents, mais on peut également instruire les accidents, surtout avec les toxines naturelles, mais également avec les toxines synthétiques, puisque là, j'ai pas évoqué le problème des contaminations des pailles par d'autres substances, mais voilà, les centres antipoison sont totalement fondés pour faire cela. Je laisse la parole à ma collègue de l'IFCE pour qu'elle vous présente la dernière diapositive.